Alors la situation exacte, ça pourrait être un miroir précisément inversé de tout ça, c'est-à-dire que les seules avancées notoires de l'armée ukrainienne depuis maintenant un peu plus de 2 mois se situent le long de l'ancien réservoir du Dniepr à hauteur de la région au sud de la ville de Zaporijia, donc c'est-à-dire les villes de Stepnogorsk, de Kamiansk qui sont alors Kamiansk, les combats sont en cours, Stepnogorsk est tombé aux mains des Ukrainiens la semaine dernière, mais c'est les seuls secteurs où on a constaté des progrès limités. C'est pas tout simplement de la propre initiative des journalistes qui couvrent la Russie ou le conflit. Très clairement, on le voit bien cette fois-ci, il y a un narratif qui est structuré à très haut niveau. Et ce narratif, il est la réponse à une inquiétude profonde de l'opinion publique occidentale, qui sent bien qu'il faudra encore de l'argent, de l'argent et de l'argent. Et jusqu'à quand ? Et donc on a ça parce que une telle unanimité, je crois qu'on ne l'a jamais vue. Quand vous lisez un article dans le Figaro, dans le Monde ou dans la Croix, c'est la même chose. Ça traduit un repli de l'influence de Washington qui est manifeste aujourd'hui, mais qui est en travail depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de citer l'existence, qui pour l'instant n'est pas officielle, d'un accord très solide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, promu par les Chinois depuis plusieurs années, depuis 2023, et consolidé puisque semble-t-il Wang Yi a fait 36 voyages sur les 3 dernières années, donc il a passé pratiquement tout son temps à essayer de rapprocher ces 2 pays. On voit Sergei Lavrov s'exprimer, en tout cas concernant de l'Afrique, lorsqu'on voit un homme qui s'exprime, qui parle avec les Africains avec du respect, lorsqu'on voit un Jean-Noël Barrot qui arrive au Tchad aujourd'hui, avant même de monter dans l'avion et que le Tchad dit France dehors. Voilà, on voit la différence, donc la diplomatie française a échoué. Ici Moscou, les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones. Bienvenue dans votre émission politique préférée en direct sur RT en français. Depuis le début du mois de mars 2026, la propagande occidentale explique que l'armée russe n'avance plus, qu'elle recule, que les frappes conjointes de l'Ukraine et de l'OTAN dans la profondeur jouent un rôle déterminant. En un mot, la Russie a perdu la guerre, comme l'a annoncé le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, il y a 3 semaines. Est-ce que, à défaut de la gagner, Vladimir Poutine n'est-il pas en train potentiellement de perdre cette guerre ? Mais il l'a déjà perdu. Il l'a déjà perdu. Il voulait faire tomber l'Ukraine en 3 jours. Et nous sommes 4 ans plus tard. On pourrait vous dire que les guerres longues, ça existe. Il échoue sur le front, il perd du terrain sur le front. Il perd 35 000 hommes par mois sur le front. Et vous le voyez, l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones. Voyez la spectaculaire attaque qui a été conduite par les drones ukrainiens jusqu'à Moscou. Donc, Côté russe, le discours est exactement inverse. Le président Vladimir Poutine est affirmatif sur ce point. Écoutons-le. Nos correspondants de guerre publient des informations très complètes, et je dirais même très objectives sur ce sujet, tant dans les médias qu'en ligne. Commençons par le Nord, et plus précisément par le groupement Nord. Je vous rappelle que l'objectif des troupes russes déployées dans les secteurs de Soumy et de Volchansk est d'établir une zone de sécurité le long de nos frontières. Cet objectif a été fixé suite à l'invasion de la région de Koursk par l'armée ukrainienne et aux attaques en cours contre nos zones frontalières. Le régime ukrainien paiera pour ses crimes à Koursk par la perte des territoires dont nous avons besoin pour créer une zone de sécurité à la frontière. Le chef du régime de Kiev vient d'annoncer une opération de 40 jours contre la Russie. Rapport du général de division Evgeny Kamara sur notre plan de sanctions à long terme et à moyen terme et le résultat du service de sécurité d'Ukraine, notamment du centre d'opération spéciale Alpha sur le front. Le service a été autorisé à mener une opération de 40 jours visant à amener l'État agresseur à mettre fin au conflit. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Syrski, est bien moins optimiste quant à lui. Écoutons-le.
Nous savons que Poutine a ordonné à l'état-major russe d'étudier différents scénarios d'offensive, dont un lancé depuis la Biélorussie avec pour objectif la prise de Kiev et d'autres territoires. Le scénario le plus probable, étayé par plusieurs éléments, est l'éventualité d'effectuer des offensives au nord depuis le territoire russe, plus précisément depuis la région de Bryansk, non pas en direction de Kiev, mais en direction de la région de Tchernigov. Avant de m'adresser à mes invités, je voudrais rappeler que l'histoire du conflit qui serait gagné en 3 jours n'a jamais été prononcée par Vladimir Poutine. Ça a été prononcé par le général Maillet au début du mois de février 2022. Ça n'a jamais été prononcé ni par un journaliste russe, ni par aucun responsable russe. Cela dit en passant. Sylvain Ferreira, c'est naturellement vers vous que je me tourne. Merci de nous rejoindre de France. On nous sert un narratif comme quoi l'armée ukrainienne est en train de reconquérir les places perdues, que les frappes dans la profondeur sont dévastatrices sur la Russie, que la Russie, comme le dit Jean-Noël Barrot, a perdu la guerre. Quelle est la situation exacte ? Alors la situation exacte, ça pourrait être un miroir précisément inversé de tout ça. C'est-à-dire que les seules avancées notoires de l'armée ukrainienne depuis maintenant un peu plus de 2 mois se situe le long de l'ancien réservoir du Dniepr à hauteur de la région au sud de la ville de Zaporijia, donc c'est-à-dire les villes de Stepnogorsk, de Kamiansk, qui sont alors Kamiansk, les combats sont en cours, Stepnogorsk est tombé aux mains des Ukrainiens la semaine dernière, mais c'est les seuls secteurs où on a constaté des progrès limités, parce que ça c'est pas des centaines de kilomètres carrés qui ont été repris par l'armée ukrainienne dans cette zone. Et partout ailleurs, c'est l'armée russe, bien évidemment, qui progresse, comme le disait Vladimir Poutine lui-même, y compris dans le secteur au nord, donc entre Soumy et Velike Burluk, c'est l'armée russe qui est à l'offensive, avec des combats qui se sont intensifiés ces 15 derniers jours dans ces 2 secteurs quasiment simultanément. On assiste au niveau de Kupiansk à l'achèvement de la réduction de la tête de pont ukrainienne à l'est de l'Oskol, et concomitamment à la réduction de cette tête de pont, on assiste à des combats de reconquête des quartiers occidentaux de Kupiansk qui avaient été repris avec le grand spectacle de Volodymyr Zelensky au début du mois de décembre l'année dernière. Et puis après, on a Krasny Liman qui est aux mains des Russes, on va dire à 60%, en étant pessimiste côté russe et optimiste côté ukrainien. On a les pointes les plus avancées des groupes de reconnaissance et d'action en profondeur russes qui sont maintenant à peu près 10 km, peut-être moins de 10 km de Kramatorsk et de Slaviansk. Konstantinovka est probablement en cours de sécurisation, sinon totalement conquise par les forces russes, qui représentent une victoire urbaine majeure, parce que quand on voit l'agglomération de Konstantinovka et les défenses, les triples réseaux de défense de cette ville, ça va être encore une fois une nouvelle grande victoire de guerre urbaine de l'armée russe qui va s'ajouter à la liste qui a commencé par la victoire de Mariupol il y a un peu plus de 4 ans. Et puis surtout, il y a un autre secteur dont personne ne veut nous parler ici en Europe occidentale, qui est pourtant le secteur le plus, alors peut-être pas le plus important, parce que pour moi le Schwerpunkt russe reste dans le Donbass, mais qui est la zone d'effort secondaire numéro 1 de l'armée russe, c'est-à-dire tout ce qui se déroule à l'ouest de Goulia-Polier en direction alors vers l'ouest, vers Orikiv, et surtout une ville dont personne ne veut parler, vers le nord de Goulia-Polier, le nœud, le carrefour stratégique de Pokrovsk, pas Pokrovsk, mais Pokrovsk, avec des possibilités, si cette ville tombe, pour l'armée russe de partir un peu comme un feu d'artifice dans tous les sens, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, directement en direction de Zaporijia. Donc c'est une bataille extrêmement intense qui a été préparée par des bombardements extrêmement violents de la part des VKS et puis bien évidemment des dronistes et de l'artillerie russe depuis le début du printemps. Et là, on assiste à une avancée méthodique, régulière et constante de la part des forces russes. Et il ne faut pas s'y tromper, c'est là aujourd'hui que les Ukrainiens
mobilise les unités qui sont prélevées sur d'autres secteurs du front pour mener des contre-attaques locales et tenter d'enrayer cette offensive, ce secteur d'offensive qui, pour moi, risque de décider beaucoup de choses en plus de ce qui se passe dans le Donbass. Merci Sylvain pour ce tour de la ligne de front très précis. Gilles Rémy, comment vous expliquez ce décalage entre le récit qu'on entend dans les médias occidentaux, parlons des médias français en particulier, parce qu'on a entendu à plusieurs reprises, en 2023 par exemple, l'offensive d'été qui devait permettre de reprendre la Crimée, ils avaient mis le paquet au niveau de la communication, mais il y avait quand même toujours une certaine retenue. Là, et puis malgré tout, l'armée ukrainienne était réellement à l'offensive avec une concentration des troupes, etc. Là, on n'observe rien de sérieux sur le terrain du côté ukrainien. Comment vous expliquez le décalage entre ce narratif et la réalité, voilà. Ouais, moi je pense que c'est pas tout simplement de la propre initiative des journalistes qui couvrent la Russie ou le conflit. Très clairement, on le voit bien cette fois-ci, il y a un narratif qui est structuré à très haut niveau. Et ce narratif, il est la réponse à une inquiétude profonde de l'opinion publique occidentale, qui sent bien qu'il faudra encore de l'argent, et jusqu'à quand ? Et donc on a ça, parce que une telle unanimité, je crois qu'on ne l'a jamais vue. Quand vous lisez un article dans le Figaro, dans le Monde ou dans la Croix, c'est la même chose. C'est la même chose avec les mêmes arguments, etc. Et on envoie quelques journalistes sur le terrain, aux côtés des braves, des brillants et des glorieux soldats ukrainiens sur le terrain pour essayer de conforter cette thèse générale. Je pense tout simplement que je n'ai pas l'expertise, effectivement, qu'on a pu entendre sur la réalité du terrain. Moi, j'ai plutôt tendance pour me faire une opinion, de regarder les boucles Telegram, y compris russes, voire parfois ukrainiennes, et qui sont très critiques d'ailleurs depuis le début de la guerre, envers l'état-major et même le pouvoir. Et on voit bien qu'il y a effectivement un changement sur le terrain. Ahmad. Écoutez, moi je ne suis pas militaire et je ne suis pas spécialiste, en tout cas comme notre ami, mais lorsqu'on regarde les chiffres, lorsqu'on voit en tout cas ce qui se passe dans les médias, les médias poubelles comme je le nomme tout le temps, lorsqu'on voit des chiffres, la réalité sur le terrain, l'armée russe libère 11 localités en une semaine. Aujourd'hui, Konstantinovkaya est à 96 ou plus de 96% sous contrôle russe. Mais lorsqu'on regarde les médias, on entend assez souvent que la Russie est en train de perdre, la Russie est en train de reculer. Chaque année, c'est la même chanson en fait. La Russie va perdre, nous allons gagner la guerre. Et lorsqu'on entend Jean-Noël Barrot, quelqu'un qui n'est même pas crédible, c'est drogué, qui nous chante que la Russie va tomber, cette année la Russie va tomber, l'été prochain la Russie va tomber. Mais lorsqu'on voit la réalité sur le terrain, en une semaine, un régime, moi je ne nomme même pas un régime puisque c'est une organisation qui terrorise, c'est une organisation qui vise des écoles pour tuer en tout cas des filles, c'est une organisation terroriste qui est là, qui dit qu'il va gagner cette guerre, qui perd 8600 soldats en une semaine. C'est quand même, lorsqu'on voit en tout cas ce qui se passe dans les médias occidentaux, on peut directement dire que l'Ukraine va gagner. Tout ça, c'est pour piquer encore des sous des pauvres Européens. Une petite question, en plus, en Afrique, disons, en tout cas au Tchad, d'où vous venez, quel narratif dans les médias, on entend quel narratif sur ce qui se passe? Réaliste ou on reproduit le narratif occidental? Les médias, en tout cas, tels que je vais les nommer, mais malheureusement, je peux les nommer, France 24 et RFI et TV5 Monde, qui sont basés en Afrique, qui chantent tout le temps que l'Ukraine est en train de perdre, la Russie est en train de reculer. Mais ce qu'ils ont oublié actuellement, il y a l'Internet, il y a des sources alternatives telles que RT, Sputnik, d'autres médias qui sont là, alternatifs qu'on peut consulter, qu'on peut voir, et d'autres médias même occidentaux, même français, qui font des travaux en tout cas objectifs. Et les médias officiels africains? Dans les médias officiels africains, ça dépend de quel pays, mais en global, aujourd'hui, les Africains savent une chose, que la Russie mène une bataille pour l'humanité. François Martin, je me tourne vers vous et merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Je voudrais vous poser une petite question sur la déclaration de Vladimir Poutine, parce qu'il me semble que tout d'un coup, les objectifs territoriaux ont changé.
puisque Vladimir Poutine vient de déclarer que l'Ukraine paierait, je cite, paierait son incursion à Koursk par la prise de territoire pour constituer une zone tampon. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'important? Est-ce que finalement, ce que les Russes avaient dit, c'est-à-dire si vous insistez, l'Ukraine sera encore plus petite, est-ce qu'on y est là cette fois? Je crois que Vladimir Poutine, en même temps, prépare la suite et en même temps envoie un message à ses adversaires occidentaux pour leur dire si vous faites les andouilles, vous paierez 2 fois plus. Donc, d'abord, je remarquerai une chose par rapport à la question précédente, c'est qu'en général, à chaque fois que l'Occident tout entier dit que Zelensky est en train de gagner, c'est en général ou c'est parce qu'il est en train de perdre effrontément, donc il faut dire copieusement le contraire pour masquer, masquer la misère, ou c'est parce qu'il a besoin d'argent, ou c'est les deux. Donc, à mon avis, c'est les deux, parce qu'il a toujours besoin d'argent, mais ça ne m'étonne pas. Et en général, ça s'accompagne de terrorisme dans ces cas-là. Et en substrat de tout ça, moi, je reprendrai ce que tu as fait la remarque toi-même, qui était celle de Youssef Indy récemment, à savoir qu'aujourd'hui, cette guerre devient existentielle pour les pays occidentaux parce qu'ils voient que la défaite est proche et qu'eux n'y survivront pas, puisqu'ils se sont mis dans le camp des perdants. Dans ce cas-là, il y a 2 attitudes. La première, la plus intelligente, qui consiste à retourner vite sa veste et à venir à Moscou avant que ça soit trop tard. Comme il est dit d'ailleurs dans la Bible, si tu vois que ton ennemi se rapproche et que ses troupes sont plus importantes que les tiennes, tu te dépêches de lui envoyer une ambassade pour négocier la paix avant qu'il soit devant tes murailles. Bon, nous, on est en train de faire le contraire. Donc, on se prépare à couler et donc, à ce moment-là, on hurle avec frénésie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pense que c'est ça le problème. Mais pour revenir à ce que disait Vladimir Poutine, je crois il ouvre la porte vers Odessa, c'est ça que ça veut dire. Alors, ou réelle ou putative, c'est-à-dire si les cartes les jeux seront faits après Slaviansk et Kramatorsk. À ce moment-là, la défaite occidentale sera manifeste pour tout le monde. À ce moment-là, il y aura ou l'attitude intelligente consistant à donner aux Russes ce qu'ils veulent, ou l'attitude stupide consistant à laisser les Russes aller jusqu'à Odessa. Et c'est ce que Poutine est en train de leur dire. Est-ce que vous voulez que j'aille à Odessa ou non? En gros, c'est ça que je comprends derrière cette phrase. Moi. Vous voulez réagir, Ahmed? Oui, exactement. Je voulais parler à propos de Zelensky. Lorsque tout à l'heure, on a vu les chefs, je ne sais pas de quoi, du régime terroriste ukrainien, qui parlaient de difficultés sur le terrain. Aujourd'hui, on voit que l'Ukraine manque cruellement des effectifs. On voit des gens, et tout le monde le sait, hein, même dans les médias africains, parfois, on montre des images qu'on force les gens pour les embarquer dans la guerre. Et déjà, même, ils ont commencé leur propagande avec l'aide de certains médias français pour essayer de laver les cerveaux des Africains pour les faire venir combattre en Ukraine. Ce qui est sûr, comme notre cher ami vient de le dire, il est temps de venir négocier avec Moscou, puisque ce qui se passe actuellement en Ukraine, ils ont amené des mercenaires de Colombie, d'autres régions, et quand la guerre va terminer, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça pour l'Europe. Du côté européen, on continue à financer, tant bien que mal, comme vient de le rappeler François Martin, en espérant que Washington reprendra sa place de leader de la coalition. C'est ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron au moment du G7, souvenez-vous. Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté qu'il n'y avait pas de volonté sérieuse de la Russie, aujourd'hui, de discuter la paix. Et donc, je ne sais pas vous dire s'il y aura un avant, un après, ce n'est pas à moi d'en juger, ce sont les faits qui vous le diront. Le sommet d'Évian. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un pendant. Il y a eu un moment Évian, à coup sûr sur l'Ukraine. Et ce moment, c'est que tout le monde a écouté l'état de la situation par le président Zelensky avec beaucoup de respect, que tout le monde a constaté que l'Ukraine résistait beaucoup mieux que certains ne pouvaient le penser, et que la Russie était dans une situation difficile, et que tous nous avons dit, on va accroître notre soutien à l'Ukraine, que tous nous avons dit, nous allons accroître la pression sur la Russie, et que tous nous avons dit, nous devons tenir ce chemin.
Pourtant, ce dont le régime de Kiev a besoin, ce ne sont pas des mots, mais des lingots. C'est ce qu'a rappelé le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, aux médias américains Politico. L'Ukraine a besoin de fonds pour contenir la Russie, déclare le ministre ukrainien de la Défense à Politico. Nous avons besoin d'une aide supplémentaire pour achever notre mission, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, à Politico. Si nous disposons des ressources nécessaires pour lancer un nouveau cycle d'innovation militaire avant que la Russie ne s'adapte au cycle actuel, cela nous fera 6 mois supplémentaires de gagner. Dans une guerre technologique, on constate à quelle vitesse on peut renverser la situation. Tout dépend de la rapidité du financement et de nos actions, a ajouté Fedorov, précisant « l'Ukraine protège l'Europe entière des Russes ». Mais simultanément, le grand banditisme ukrainien fait parler de lui à l'international, et notamment à Monaco, où un attentat a eu lieu contre un oligarque ukrainien en disgrâce. Un fait évoqué par le Figaro. Oligarque mis en garde, suspect toujours en cavale. À Monaco, les enquêteurs s'orientent vers la piste ukrainienne. À l'arrivée de l'oligarque ukrainien Vadim Ermolaev, de son fils et de sa compagne, l'homme se lève et remonte la pente d'une ruelle limitrophe en empruntant le chemin de la Noix, où quelques foulées suffisent à quitter le territoire monégasque. Il lui faudra une poignée de secondes à peine pour gravir cette frontière de bitume. Le temps pour lui de déclencher l'explosion, avant de rejoindre la commune française de Beausoleil. Gilles Rémy, je vais recommencer par cette affaire à Monaco. Alors, j'ai vu juste avant le début de l'émission qu'a priori, il y avait eu 2 suspects qui avaient été arrêtés. Donc, on en saura peut-être plus. Quel impact ça peut avoir, ce qui s'est passé à Monaco ? Alors déjà, en ce qui concerne Monaco, mais qui n'est pas une grande puissance en soi, j'ai quelques contacts là-bas, c'est un choc. C'est un choc, c'est le premier attentat de ce type dans une principauté, dans un pays dont le modèle économique, c'est la sécurité. Personne ne vit à Monaco pour la beauté du site ou pour son architecture. On vit là-bas parce qu'on veut effectivement, pour une part des étrangers, c'est même pas l'aspect fiscal, c'est l'aspect sécurité. Ça remet en cause beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout ce qui est russe, ukrainien à Monaco, ça devient radioactif. On peut s'attendre à beaucoup de conséquences. La principauté ne peut pas se permettre effectivement que sa réputation... ça me fait penser un peu à Dubaï avec les drones. Hein, ça aura vraiment des conséquences. Pour le reste, maintenant, on sait... C'est pas un homme, hein, c'est une femme. Elle est identifiée. Oui. C'est une Ukrainienne qui est résidente en Allemagne. 2 autres hommes complices ont été identifiés. Il est clair que c'est un acte qui est commandité du côté ukrainien. Alors, du côté même le Figaro le dit. Hein, même le Figaro le dit, ça c'est très clair. Pour le coup, je ne sais pas d'ailleurs si LCI a pu démarrer, enfin c'est les Russes, mais en tout cas, ce n'est pas les Russes. C'est clair pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'on a quand même maintenant un État, que ce soit le SBU ou la mafia ukrainienne, ça ne change pas grand-chose, les choses étant tellement imbriquées en Ukraine. Donc on a de plus en plus... C'est pas le premier cas, hein, mais celui-là, il est hautement symbolique. On a un régime ukrainien qui maintenant recourt à ce type d'action. On peut imaginer sur ce qui se passera, la guerre terminée ou même avant la fin de la guerre. Sylvain Ferreira, oui, ça je pense que c'est un point important. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un régime ukrainien qui continue à demander de l'argent, des responsables européens qui nous expliquent qu'il faut continuer à en donner, et là on assiste finalement à la première exportation de ce qui pourrait se passer après la guerre, lorsque les frontières seront ouvertes, c'est-à-dire la mafia ukrainienne va se répandre. Et en plus, le Yermolaev est de Dniepropetrovsk, qui est une des villes les plus mafieuses d'Ukraine, avec des call centers qui sont la source de revenus énormes. Sylvain Ferreira, votre analyse? Moi, ce que je vois, c'est que c'est la concomitance avec une autre information au sujet du terrorisme ou des forces spéciales ukrainiennes, c'est-à-dire que le parquet général allemand nous dit enfin que Nord Stream a été dynamité par des Ukrainiens. Je trouve que la concomitance des 2 événements est assez spectaculaire et intéressante. Oui, on a annoncé depuis très longtemps qu'avec toute la corruption qui régnait en Ukraine avant le début de ce conflit, si on avait une fin de guerre difficile, on aurait automatiquement des règlements de compte, des attentats ou ce genre de choses. Moi, ce que je vois aussi, c'est que, étant donné que la fin du conflit risque
finalement d'arriver là dans les semaines ou les mois qui viennent, vu l'intensité des combats, on essaye aussi de faire disparaître tous les concurrents potentiels de Volodymyr Zelensky et de son clan. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé au niveau interne en Ukraine à l'égard des derniers opposants ou micro-opposants à Zelensky qui ont tous été visés par des enquêtes judiciaires ou ce genre de choses. Et puis là, on n'hésite pas à employer le terrorisme, alors soit par les moyens des services de renseignement, soit effectivement par le biais des mafias. Mais on va avoir ce genre de choses qui vont se répéter, puisqu'on sait de toute façon que c'est dans l'ADN bandériste, hein, le terrorisme. Donc voilà, autrefois c'était contre les forces du NKVD après la Seconde Guerre mondiale. Et bien là, aujourd'hui, ce sera contre des intérêts en Europe de l'Ouest, des personnalités ou ce genre de choses. Et avec le nombre d'armes qui ont été détournées, avec l'emploi, on en parlait tout à l'heure, de mercenaires qui appartiennent pour certains au cartel de la drogue sud-américain, ça va faire un cocktail qui va être absolument explosif. Et moi, j'ajouterais un autre élément qui est très important et qui en dit long sur la perfidie de l'Union européenne par rapport aux demandes de Volodymyr Zelensky et de sa clique. Parce que là, on parle de l'argent, de encore financer. Il ne faut pas oublier, hein, là, il va y avoir un sommet de l'OTAN. Je pense qu'on va voir Zelensky se pointer la semaine prochaine pour se faire des papouilles avec Emmanuel Macron, s'il y va lui aussi, ou en tout cas avec Jean-Noël Barrot. Mais il y a un autre problème en Europe occidentale aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre fin au renouvellement des permis de séjour de tous les hommes ukrainiens en âge de se battre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on nous dit, à nous, Français ou Européens de l'Ouest, on ne peut pas renvoyer chez eux des gens qui sont des délinquants, des meurtriers, des violeurs, etc., vers l'Afrique. Mais on va pouvoir renvoyer les Ukrainiens qui se sont réfugiés ici pour échapper à la guerre, parce qu'on a besoin aussi de chair à canon pour continuer à se battre contre les Russes, hein. Donc ça aussi, c'est très très important et très significatif de cette duplicité de l'Union européenne et de tous ses dirigeants, de Mme von der Leyen à monsieur Macron, qui rêve de prendre sa place une fois qu'il sera plus président de la République. Merci Sylvain. Ahmad. Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure concernant les mercenaires colombiens. Il y a eu des scandales, hein, que Zelensky entretenait en tout cas des relations étroites avec les cartels de la drogue, que ce soit du Mexique, que ce soit de la Colombie ou d'autres pays de l'Amérique latine. Ce qui se prépare actuellement, ça sera le scénario, ce que je redoute le plus, hein, et que j'espère que cela ne puisse pas arriver, le scénario à la Libye. Lorsqu'on a détruit la Libye, on a vu les conséquences. Il y a eu des terrorismes, il y a eu des attentats un peu partout aujourd'hui. Comme notre ami Gilles le disait tout à l'heure, il y a eu un attentat au Monaco. Monaco, personne n'imaginait qu'un jour, il y aura des attentats là-bas. Donc, les pays qui finançaient, ils le savent très bien, hein, déjà, l'Union européenne, que ce soit von der Leyen et consorts, n'ont jamais été pour l'Europe. Ils étaient contre l'Europe et je pense qu'ils cherchent à tout prix à détruire l'Europe. Déjà, ils ont, les pays européens sont super endettés, déjà, ils ont appauvri l'Europe. Et maintenant, ils cherchent à financer des terroristes qui vont encore endeuiller l'Europe dans les mois et les jours à venir. Mais lorsqu'on voit les groupes de Macron et son, je sais pas quoi, Jean-Noël Barrot, pour eux, ça leur fait plaisir, hein, la drogue qui entre, personne ne les contrôle. Donc pour eux, c'est la fête. François Martin, je me tourne vers vous. Déjà, votre analyse sur la situation et selon vous, est-ce que l'Europe est prête pour cette déferlante terroristo-mafieuse qui l'attend finalement ? Je pense qu'elle est à la fois prête et pas prête. Je pense qu'elle n'est pas prête parce qu'elle refuse les conséquences de toutes sortes de ce qui va lui arriver du fait qu'elle a choisi le camp de la défaite et qu'elle s'y accroche d'une façon qui serait incompréhensible si on ne pensait pas qu'il ne peut pas y avoir un système de rétrocommission derrière les énormes sommes qui sont attribuées à Zelensky et qui continuent à lui être attribuées, évidemment. Et puis d'un autre côté, tout ce qui concerne
pour des gens, ce que je veux dire, c'est qu'il faut véritablement enlever de sa tête le fait que ces gens sont des dirigeants de leur pays. Ils ne sont pas plus le dirigeant de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre que Jaruzelski n'était le dirigeant de son pays. C'était un homme qui était, disons, choisi par une bande mafieuse et il en tirait les avantages. Dans ce sens-là, je dirais que la mafioisation ou la bordélisation de l'Europe ne les dérange pas beaucoup. Ils chercheront plutôt à en tirer un certain nombre d'avantages. Donc, évidemment, ça terroriserait ou ça poserait un problème à un vrai dirigeant qui se dirait mon peuple va s'ouvrir, il faut que je le protège, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce ne sont plus des dirigeants depuis longtemps, ce sont eux-mêmes ou des chefs mafieux ou des protecteurs de mafia. Donc, je pense que dans ce sens-là, ça ne les dérange pas. Voilà, ils ont une attitude un peu ambivalente, à mon avis, à ce sujet. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Ahmad, vous voulez résumer rapidement pour que... Oui, je disais, en parlant d'Emmanuel Macron, une personne qui a déjà assez de problèmes avec son colocataire, je ne sais pas si... parfois, tantôt, on les voit avec des lunettes de soleil. Et c'est normal qu'ils soutiennent jusqu'à là l'Ukraine et c'est normal qu'on les voit tout le temps parler de l'Ukraine parce que si aujourd'hui la guerre se termine, aujourd'hui qu'il y a la paix, est-ce qu'il y aura la possibilité ou bien il va aller jusqu'en Amérique latine pour se ravitailler? C'est ça la vraie question aussi. C'est une bonne manière de détourner l'attention. Exactement. Les promesses de victoire face à la Russie entretenues par Kiev et la coalition des volontaires de l'Union européenne peuvent retarder le dénouement du conflit, mais elles n'en changeront pas l'issue inévitable. La Russie domine militairement et la réalité du terrain finira par s'imposer. Malgré des soubresauts, la trêve de 60 jours pour les négociations entre Washington et Téhéran se prolonge. Cependant, Téhéran refuse de laisser la main à l'administration américaine et mène ses propres négociations, notamment avec le Qatar, comme l'a expliqué le représentant du ministère des Affaires étrangères iranien Esmail Baghaei. Ce qui devrait se passer demain à Doha, c'est une discussion portant sur la mise en œuvre de dispositions découlant du protocole d'accord, y compris celles qui concernent le déblocage des avoirs bloqués de l'Iran et qui se fera avec les parties qataris. Par conséquent, j'insiste encore une fois, nous n'avons prévu aucune rencontre à aucun niveau avec la partie américaine pour les prochains jours. Dans le même temps, le New York Times affirme que Téhéran et Oman sont sur le point de se mettre d'accord pour faire payer le passage du détroit d'Ormuz, et cela dans le dos des Américains. Après la guerre entre les États-Unis et l'Iran, Oman proposerait un plan de redevance pour le détroit d'Ormuz. L'Iran et Oman, alliés des États-Unis, progressent sur l'idée de faire payer les navires passant par le détroit d'Ormuz, malgré les objections formulées publiquement par les Américains, selon un responsable et 4 diplomates iraniens informés du dossier. De l'autre côté de la ligne de front, le torchon brûle entre Tel Aviv et Washington. Benjamin Netanyahou affirme que la guerre contre l'Iran, le Hamas et le Hezbollah n'est pas terminée et qu'Israël n'a plus besoin des États-Unis. Voulez-vous mettre fin au soutien américain ? Oui, c'est comme une allocation sociale. Nous ne voulons pas. Je dirais maintenant que nous pouvons aussi, puisque notre économie va bientôt atteindre 1000 milliards de dollars. Ce n'est plus une petite économie, pas énorme, mais déjà une économie de niveau international. Nous pouvons financer nous-mêmes cette part de notre budget que nous recevons des États-Unis. Alors quand ce processus va-t-il commencer ? Je voudrais qu'il commence dès cette année. L'ambassadeur des États-Unis à Tel Aviv, Mike Huckabee, s'est montré plus conciliant. Quand j'entends des gens se demander si l'Amérique et Israël pourraient se séparer et ne plus jouir de ce partenariat extraordinaire, je réponds non, non, non. Il faut bien comprendre une chose. Nous ne sommes pas aussi stupides. J'espère que nous ne le serons jamais. En réalité, c'est comme un mariage incroyable entre Israël et les États-Unis. Et quand on me demande si nous allons rompre, je réponds aucune chance. Car aucun des deux pays ne pourrait payer la pension alimentaire en cas de rupture. C'est pourquoi nous resterons partenaires pour toujours. Sylvain Ferreira, je me tourne vers vous. Est-ce que Israël peut s'en sortir sans l'aide américaine, selon vous ? Ah non, absolument pas. Non, parce que même si... alors déjà, il y a le point de vue
bête économique. Les États-Unis injectent des sommes colossales dans l'économie israélienne, mais il y a aussi, et bien évidemment, c'est le plus important, l'aspect militaire de fourniture d'armes. Et on l'a vu, que ce soit l'année dernière avec la guerre des 12 jours, et là avec encore plus de difficultés pendant la période des échanges de tirs de missiles avec l'Iran. Sans le parapluie protecteur, notamment les missiles Avros, SAD, etc., Patriot, Israël ne peut pas s'en sortir. Et même avec ça, elle a eu énormément de mal à s'en sortir. Donc aujourd'hui, il faut à tout prix que les Américains restent présents pour assurer la sécurité. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que là, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, on connaît désormais la date des élections en Israël, c'est à la fin du mois d'octobre prochain, et tout va se décider à ce moment-là par rapport puisque ce sera concomitant quasiment avec les midterms aux États-Unis, et c'est là qu'on pourra vraiment voir, en fonction, puisque les élections israéliennes arriveront avant les midterms, on verra qui va sortir victorieux des élections israéliennes. Si c'est Benjamin Netanyahou, ce dont je doute fort, là, il y aura peut-être un renouvellement du partenariat, mais sur d'autres bases que celui qui est en cours aujourd'hui. Parce que là, celui qui est en cours aujourd'hui, même les tenants de l'AIPAC aux États-Unis ont bien compris que Netanyahou était complètement fou, qu'il était entouré de gens qui sont complètement fous, Smotrich, Ben Gvir, etc., et que ça dépasse toutes les limites du raisonnable sur le plan du crédit qu'avait la communauté juive internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a été entamé partout, au point qu'on a vu quelqu'un ici en France comme Alain Finkielkraut finir par avouer face caméra que les colons israéliens ou que les supporters de Ben Gvir étaient des nazis. Il a employé ce mot. Donc on n'imaginait pas Alain Finkielkraut un jour dire des choses pareilles. Maintenant c'est fait. Et donc, il y a plein de gens dans la communauté juive en Occident qui se rendent bien compte qu'il va falloir en finir pendant au moins plusieurs années avec les délires des sionistes révisionnistes israéliens auxquels on vient d'assister ces 3 dernières années. Merci Sylvain. Vous vouliez réagir Oui, je pense qu'on ne mesure pas les changements provoqués, en tout cas déclenchés par la guerre menée par Israël et les États-Unis au mois de février. C'est toutes les cartes qui sont rebattues. On parlera peut-être plus tard des autres pays du Golfe, de la présence américaine, mais je crois qu'il y a ce qu'on a connu comme alliance américano-israélienne ne pourra pas continuer sous les mêmes formes pour l'avenir. Il y a beaucoup d'Israéliens qui se posent des questions sur leur sécurité à venir, parce que quand on entend Netanyahou dire nous sommes pratiquement une puissance moyenne, grande puissance, 1000 milliards, etc., face à effectivement un monde arabe ou islamo... on dirait les pays baltes. Voilà, donc ça n'a pas de sens sans soutien. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que personne ne l'a souligné pratiquement, c'était au mois de juin. Il y a un nouveau patron au Mossad qui a été désigné et validé par la Knesset. Et ce patron, il s'appelle Roman Goffman. Roman Goffman, il est né en URSS, il est parti à l'âge de 10 ans, il est né en Biélorussie, et il a une particularité pour un patron du Mossad, c'est qu'il ne parle pas anglais. Il ne parle pas anglais. Et quand on sait effectivement les liens qu'il peut y avoir entre la CIA, les organes de sécurité américains et le Mossad, on se dit mais c'est quoi ce choix? Moi j'ai tendance à penser que dans un monde qui va évoluer, Israël, pour sa sécurité, ne peut pas compter seulement sur la carte américaine et rester dans un système de conflit avec ses voisins. Et ce Goffman est déjà venu en Russie. Il a déjà mené des discussions et je pense que c'est peut-être le signe qu'il peut y avoir une prise de conscience. Je ne parle pas de Netanyahou, bien que Netanyahou ait validé cette nomination, mais je pense qu'on aura une totale configuration complètement différente sur la région. Ahmad. Netanyahou, actuellement, en tout cas, on sait qu'il joue à son propre jeu. Il s'est engagé sur plusieurs fronts à la fois, qui n'arrive même pas à les tenir. L'Iran lui a démontré que il n'est pas en capacité de se battre contre lui. Donc maintenant, il cherche, comme les élections approchent, comme notre ami Gilles vient de le dire, il cherche seulement à sauver la face pour montrer que nous sommes forts, nous pouvons s'en sortir toutes seules. Mais les guerres qu'il a déclenchées, ils auront des conséquences. Actuellement, même les Juifs, quand on parle d'Israël, il faut dissocier les Juifs
et du régime de Benjamin Netanyahu. C'est un régime qui est nazi, ça il faut le dire sans avoir peur des mots. C'est un régime qui est basé sur l'apartheid. Et je pense qu'aujourd'hui, la majorité même des Juifs à travers le monde ne partagent pas les mêmes visions que Benjamin Netanyahu. Et je pense que dans l'avenir, soit il va continuer ce qu'il a commencé, puisqu'il a autant de dossiers, il perd donc, il a peur, s'il perd les élections, il va être poursuivi par la justice de son pays. Il est un peu détesté un peu partout, donc maintenant il cherche tout simplement à sauver la face. François Martin, dans la première partie donc, des extraits qu'on a montrés, il y a ce rapprochement finalement entre, en tout cas ces discussions qui ont lieu entre le Qatar et l'Iran, entre l'Iran et Oman, et qui se font visiblement dans le dos des États-Unis. Est-ce que c'est juste ce qu'on voit de l'extérieur et que c'est faux, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond par rapport à... et que ça traduirait un repli de l'influence de Washington ? Moi, je pense que ça traduit un repli de l'influence de Washington qui est manifeste aujourd'hui, mais qui est en travail depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de citer l'existence, qui pour l'instant n'est pas officielle, d'un accord très solide entre l'Iran et l'Arabie saoudite, promu par les Chinois depuis plusieurs années, depuis 2023, et consolidé, puisque semble-t-il, Wang Yi a fait 36 voyages sur les 3 dernières années. Donc, il a passé pratiquement tout son temps à essayer de rapprocher ces deux pays. Derrière le vaisseau amiral saoudien, il y a l'ensemble des pays du Golfe qui suivront et qui partiront vers la mer de Chine, sauf peut-être les Émirats arabes unis, mais on sent une perte d'influence extrêmement forte, et certains spécialistes américains, je pense que Douglas McGregor a eu l'occasion de le dire, que les conséquences de cette guerre Iran seraient pires que la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est un petit confetti du monde qui part de l'égide américaine, et regardez à quel point de ce qu'on en a dit, ça c'est quand même le bastion le plus solide des États-Unis en direction de l'Orient qui tombe en ce moment. Donc je pense que c'est une perte d'influence des États-Unis. Et je finirai en disant que toutes les déclarations de Trump d'un côté et de l'autre, ce que un politicien américain a dit lorsque règle numéro 1, quand tu es dans un trou, arrête de creuser. Ces phrases disant je vais les rendre à l'âge de pierre, et après 2 heures après disant on peut s'entendre avec eux, etc. C'était évidemment destiné à ses électeurs, mais ces patouillages ont eu une influence. Je suis persuadé que pour tous les dirigeants du monde, la perte d'influence de Trump et des États-Unis en général a été extraordinairement forte. Les conséquences de cette guerre seront cataclysmiques, je suis d'accord. Merci François Martin. Voilà. Dans les narratifs des médias européens, l'Ukraine a repris la vedette au Moyen-Orient. Pour autant, rien n'est réellement terminé. Washington acceptera-t-il de la recomposition qui s'annonce, et Tel Aviv se résoudra-t-il à ce qui ressemble de plus en plus à une défaite? C'est ce que nous allons suivre avec vous sur RT en français.